Mais pourquoi pour nous était important aujourd'hui être au Salon des maires? Tout d'abord parce que quand nous allons sur le territoire organiser des débats et des concertations, nous allons voir tout le monde, bien évidemment, et tout le monde peut participer à nos débats. Peu importe leur opinion, leurs compétences, leur expertise, nos débats sont ouverts à tout le monde. Nos concertations via tout un tas d'outils très différents. Et c'est clair que les maires, pour nous, c'est aussi les premiers réflexes à avoir, les premières personnes qu'on va avoir sur le territoire quand on organise un débat public. Et c'est aussi parce que la commission, au-delà de son champ de compétences, c'est-à-dire qu'il y a des gros projets qui sont obligés de passer par nous, elle a une mission de conseil. Et nous avons constaté dans les dernières années que nous avons été beaucoup sollicités par les collectivités territoriales, et vous en aurez des témoignages aujourd'hui, parce qu'elle voulait un peu l'expertise de la CNDP, mais surtout la garantie. Quand la Commission nationale du débat public est là, elle garantit un cadre où l'information est donnée de manière transparente, plurielle, exhaustive, contradictoire. Et la concertation et la participation respectent un certain type de nombre de principes, la transparence, l'argumentation, la neutralité, etc. Donc elle vient nous voir pour cela. Et in fine, parce que ça fait des années que nous participons et finançons les trophées de la participation qui sont co-organisés avec Décider Ensemble et tout un tas d'autres partenaires qui vont donner un prix, qui vont reconnaître en fait les bonnes démarches au sens vraiment des collectivités qui ont eu le courage à toute échelle, hein, et je parle bien de courage, d'ouvrir leurs décisions au-delà des élus, ce qui est un débat aussi à part entière. Donc nous avons choisi aujourd'hui aussi de vous parler des conventions citoyennes parce que c'est aussi un peu la mode, on va dire. Vous savez, on a eu l'époque des budgets participatifs, des plateformes participatives. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de conventions citoyennes, donc il serait intéressant aussi de vous entendre tout à l'heure et de vous entendre nos intervenants et intervenantes sur cette question-là. Voilà pour la présentation de la CNDP et pour l'intérêt que nous avons pour les maires et pour les collectivités territoriales. Je vous souhaite un bon échange. Merci beaucoup, merci à Hilaria Casillo pour cette introduction. Et donc sans plus tarder, je vais donner la parole donc, au représentant, à la représentante d'Est Ensemble. Et donc la question que je voulais vous poser, Nadia, c'était peut-être tout simplement que vous nous disiez avec quels objectifs pour quels objectifs vous aviez lancé cette Convention citoyenne climat, ce que vous en attendiez, et puis pourquoi vous avez eu l'idée de venir demander un appui auprès de la Commission nationale du débat public. Alors, merci à vous tous et toutes d'être présents, puis merci de m'avoir invité. Donc, juste rapidement, Est Ensemble, c'est 9 villes de la Seine-Saint-Denis, un département le plus jeune et le plus pauvre de France, et qui subissait, comme l'ensemble de la France et l'ensemble de l'Europe, des enjeux climatiques. Donc, on est parti sur cette Convention citoyenne climat, après avoir vécu plusieurs canicules, et aussi, alors pas forcément par rapport à un effet de mode, mais aussi à se dire qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre pour qu'il puisse y avoir une appropriation des enjeux climatiques par l'ensemble des habitants, et bien tous les habitants aussi, sans distinction. Et ça, c'était aussi un enjeu extrêmement important pour nous, puisqu'on sait que notre territoire est aussi pourvu d'un bon nombre de quartiers populaires. Donc l'idée était aussi d'aborder l'ensemble de ces sujets avec des personnes que l'on peut dire au départ éloignées de l'ensemble des sujets. Donc en fait, 2 pieds, si je peux dire seulement 2, mais en tout cas 2 pieds ont porté cette Convention citoyenne climat. C'était le premier, justice sociale, et le deuxième, justice climatique, où en fait on ne peut pas dire qu'il y a un ordre hiérarchique. Donc ça, c'était aussi extrêmement important pour nous. Ensuite, par rapport à cette Convention citoyenne climat, l'enjeu était aussi de se dire qu'il fallait qu'il y ait impérativement la représentation de l'ensemble des habitants de ces 9 villes. Donc 400 000 habitants, donc c'est pas rien aussi. Donc avec aussi certaines disparités. Donc on est parti à travailler l'ensemble des enjeux pour cette Convention citoyenne climat. Alors je souhaite vous dire aussi que si vous voulez vous aventurer dans comment dirais-je, sur ce type de projet, pensez que le temps de la préparation sera aussi important que le temps de la réalisation et que la suite. Donc ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Donc on a eu à peu près 3 à 4 mois de préparation. On s'est dit, les résultats qui ont pu émerger, c'est 100 citoyens, un panel tiré au sort. On était pour nous vraiment sur cette histoire de tirage au sort et pas d'une cooptation par les 9 villes de copains ou de copines ou de personnes que l'on connaît par l'intermédiaire d'un conseil de quartier ou éventuellement de nos formations politiques
politique. Donc on est parti vraiment très très éloigné de tous ces schémas, si je peux le dire un peu de cette manière. Donc un tirage au sort. On a été accompagné par une organisation qui nous a aussi énormément aidé, qui s'appelle Mission Publique, qui a fait aussi tout le travail avec nous. Donc tirage au sort dans un premier temps. On a été aussi très, quand je dis on, les deux élus au pilotage, mais pas que. Là va aussi intervenir le rôle de la CNDP. On a été vigilants et vigilantes sur le respect des objectifs qu'on pouvait se donner. Je vais prendre un exemple très concret. Quand on s'est dit 100 personnes, 100 citoyens et toutes catégories sociales confondues, à un moment donné, à peu près 48 heures avant le lancement des 5 sessions, donc 5 week-ends, on s'est rendu compte que, on va dire ça très rapidement, les quartiers populaires n'étaient pas forcément représentés, ou certaines catégories de population, on va dire un peu plus colorées, n'étaient pas forcément représentées. Donc c'est vrai que, bon, très personnellement, j'ai fait plutôt un blocage et je demandais à ce que l'on révise le panel. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. En plus, on est alors, pensez bien aussi l'imaginaire politique, c'est pas un imaginaire, mais les enjeux politiques. On est dans un schéma, un environnement confinement, on est dans un environnement aussi gilet jaune. Donc il y a aussi des prises de parole et on n'est pas là pour trahir aussi tout ce que nous allons pouvoir mettre en œuvre. Donc ça, c'était aussi important. Femmes, hommes, parité, donc, et aussi des âges, donc des jeunes. Le rôle pour nous de la CNDP, alors important, ils n'avaient pas ils n'étaient pas nommés garants, mais là, nous les avons sollicités avec d'autres personnes. On a une chercheuse, Marie-Hélène Baquet, qui travaille énormément sur ce qui est les tables citoyennes, tout ce qui est concertation aussi avec nous, et on avait demandé à un représentant de la Convention citoyenne nationale aussi d'être là, qui nous avait été proposé d'ailleurs par vous, je crois. Et donc on avait deux autres protecteurs et protectrices. Donc en fait, ce statut particulier, il pourra vous être évoqué un peu plus en profondeur. Mais en tout cas, par rapport à nous, par rapport aux enjeux et pour la CNDP, ce que l'on souhaitait, c'était d'avoir quelque part, dans un premier temps, le garantie d'une démarche qui serait quelque part sérieuse, même si nous, on était pilotes, donc un sérieux, qui soit aussi parfois poil à gratter et qui nous dise « Hep, où est-ce que vous allez ?» C'est pas ce qui a été convenu il y a de cela lors des séances de travail en amont. Là, c'est pas tout à fait ce qui avait été engagé. Bon, alors, je peux donner des exemples. Les élus n'avaient pas le droit de participer, n'avaient pas le droit de prendre la parole pendant les 5 sessions. Alors, on se connaît. Des élus qui ne prennent pas la parole, ça devient difficile. Sauf qu'on leur avait donné un petit badge en tant qu'observateur. Et donc, il fallait qu'on soit aussi garant. Et la CNDP, les protecteurs, étaient là aussi pour redire aux collègues élus. Même moi, quand j'étais là, je disais à mes collègues élus, non, c'est pas à vous de donner votre avis, puisqu'on sait que prendre la parole, ça n'a pas été aussi quelque chose d'évident. Donc, 5 week-ends, des sessions différentes, des intersessions, des thématiques aussi extrêmement différentes qui ont pu être abordées. Donc, il y a un site où vous pourrez avoir l'ensemble des éléments. En tout cas, une expérience extrêmement riche pour l'ensemble des participants, où je peux aussi vous donner quelques éléments d'indication. 90% estiment avoir été collectivement capables de produire des propositions. 200 propositions au final qui ont pu être posées. 88% se sentent davantage investis dans la vie démocratique. Donc, un enjeu aussi pour les élus, pour les maires, qui se disent aussi porter ces difficultés de mission dans le cadre du mandat, où on se sent un peu isolé, un peu agressé ou autre. Donc là, ça veut dire qu'on peut avoir des ambassadeurs et des ambassadrices qui peuvent être répartis sur l'ensemble d'un territoire. 80% souhaitent poursuivre un engagement citoyen, soit dans une association ou autre, et 83% veulent s'engager en faveur de l'environnement. Donc, un mot, si je peux le dire comme ça, de la part des élus, quand vous vous engagez dans ce type d'aventure, c'est savoir être à l'écoute et être aussi sur du lâcher-prise, puisque la parole est donnée aux autres. La parole est l'action. Voilà. Merci beaucoup, Madame Azoug, sur ce témoignage très riche et très intéressant. Et donc, du coup, vous avez déjà en partie présenté et rappelé les missions, mais c'est très très bien, hein, de Marie-Claire Eustache, qui est la garante désignée par la CNDP. Et donc, votre rôle, comme l'a dit Madame Azoug, ça a été donc à la fois, vous avez été désignée pour une mission de conseil, donc apporter de la méthode sur ce panel citoyen qui en requiert beaucoup, et puis vérifier que tout ça s'est fait dans un esprit de transparence et de dialogue. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de votre point de vue de garante, de cette expérience ? Alors, il y aurait peut-être 2 points. D'abord, une expérience très forte, une aventure vraiment humaine et démocratique qui a
profondément marqué, je pense, tous les citoyens qui ont participé, cette centaine de citoyens, mais également les services de la communauté de l'établissement public territorial, les observateurs qui étaient présents, et puis nous-mêmes, garants et membres de ce collège de personnalités qui accompagnaient Est Ensemble sur cette convention. On a pu voir au fil des sessions très denses le groupe se souder autour des enjeux climatiques, enjeux qui au départ n'étaient pas pour une grande majorité d'entre eux un sujet auquel ils étaient sensibilisés. Ils ont progressivement aussi osé prendre la parole, s'engager, débattre, formuler des avis, être en contradiction parfois avec leurs conventionnels partenaires. Ils ont aussi pris connaissance de ces enjeux climatiques et de la manière dont cela a impacté leur quotidien. Et ils ont donc ainsi pu interpeller à la fois les élus, mais aussi les politiques et les projets qui se déroulaient sur Est Ensemble. Et puis, comme l'a rappelé Nadia Azoug, il y a vraiment eu cette envie, après, de poursuivre cette expérience démocratique, d'être ambassadeur du climat auprès du territoire et de s'investir dans des institutions qui soient politiques ou associatives locales. Le deuxième point, il est plus d'ordre méthodologique, donc c'est un point d'attention sur la nécessité d'avoir une préparation et aussi une animation qui soit bien pensée, bien organisée, qui soit à la fois donc, pour pouvoir identifier tous les sujets, pouvoir les alimenter par des avis pluriels, mais également pouvoir être en capacité de s'adapter au groupe et de pouvoir, à travers un cadre prédéfini, pouvoir faire évoluer parfois des préoccupations en fonction de ce qui remonte du groupe. Dans l'animation, par ailleurs, donc c'est d'être à l'écoute, d'être attentif à la reformulation pour ne pas dénaturer les propos et de pouvoir accompagner les conventionnels jusqu'à leur avis, qui peut être pluriel, puisqu'il est un peu à l'image des diversités des situations et des profils, et de la complexité de l'enjeu climatique également. Donc c'est vraiment de prendre un temps, de se dire qu'il faut de ne pas avoir de parti pris d'a priori sur le résultat de cette convention, et de pouvoir accueillir les avis formulés et surtout d'en rendre compte. Cet aspect de reddition des comptes est vraiment important puisque l'exercice ne s'arrête pas à la fin de la Convention citoyenne et de l'avis remis, mais également il y a ce que vous allez en ressortir, quels sont les points sur lesquels vous allez travailler et comment vous pouvez potentiellement associer le public d'une manière large, mais les conventionnels en particulier, dans ces directions. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et donc, on va, sans transition, vous poserez vos questions, préparez-les d'ores et déjà, mais juste après, changer de territoire et aller voir sur la même expérience de Convention citoyenne sur le climat, ce qui s'est fait à Grenoble. Donc, je vous laisse la parole, Pasquale Clouer, et pour ne pas faire de jaloux, je vais vous poser la même question qu'à Nadia Azoug, c'est-à-dire quels étaient les objectifs que vous aviez en lançant cette démarche et pourquoi vous avez demandé un appui de la CNDP? Oui. Grenoble-Alpes Métropole est un territoire de 49 communes. C'est un territoire de montagne. C'est un territoire où nous voyons le changement climatique 2 fois plus vite qu'ailleurs. Nous voyons sous nos yeux, il suffit de regarder en face de chez nous, les glaciers qui fondent. Nous voyons la faune, la flore disparaître. Et notre territoire a cette conscience-là de faire quelque chose dans l'urgence, mais de la manière la plus sérieuse possible. C'est pour cette raison que nous avons fait appel à la Commission nationale du débat public pour nous aider à la fois dans la forme, en termes de méthode, nous avons eu un accompagnement exemplaire, mais également en termes de garantie, parce qu'il nous fallait un tiers extérieur pour faire que les décisions qui ont été prises suite à la Convention citoyenne pour le climat ne soient pas sous le soupçon d'une instrumentalisation quelconque. Quel était notre objectif politique? C'était un objectif d'alignement. Aligner
l'avis de citoyens représentatifs de la métropole, l'avis des scientifiques, des différentes associations, des différents partenaires, ce qu'on appelle la société civile, et l'avis des élus. Toutes les propositions qui ont été proposées par les conventionnaires ont été soumises en conseil métropolitain et ont fait l'objet d'un vote. C'était notre engagement préalable, et ça c'était le dernier objectif en quelque sorte, qui était celui d'un engagement très très fort, pas simplement de faire débattre les gens, mais préalablement au débat, préalablement à la Convention citoyenne pour le climat, de dire que les élus ne voteraient pas forcément toutes les délibérations, mais passeraient en conseil toutes les propositions des conventionnaires. Et je peux vous dire que 95% des propositions ont été votées et vont être mises en œuvre dans cette deuxième partie du mandat. Donc je voulais simplement témoigner de l'aide considérable que nous avons eue de la part de la Commission nationale du débat public, pas simplement en termes de méthodologie, mais aussi en termes de garantie, et ça c'était très important étant donné les enjeux qui sont majeurs. Merci Pascal de cette explication. Et donc, vous avez été, donc Céline, au cœur du dispositif, vous étiez dans les services, donc il y a beaucoup de méthodes, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, peut-être, les 3 points d'attention sur cette expérience que vous voulez partager avec les personnes qui sont là aujourd'hui? Donc en fait, le soutien de la CNDP a beaucoup porté sur la phase amont du dispositif et donc sur cet appui méthodologique pour bien réfléchir pratiquement pendant 1 an avant la tenue de la Convention citoyenne à penser la gouvernance et la méthodologie du dispositif. C'est très important puisque les élus de la métropole souhaitaient que la Convention citoyenne pour le climat soit une instance indépendante, autonome, sans parti pris. Et donc, pour ça, il fallait réfléchir à son organisation et à sa gouvernance. Et donc, sous les conseils de la CNDP, on a décidé de mettre en place un comité opérationnel qui a été en charge d'organiser les débats. Donc, un comité opérationnel indépendant, autonome, qui était composé de 16, alors au final 10 actifs, 16 ou 10 experts de différents champs d'expertise thématique. Il y avait des scientifiques de l'environnement, mais aussi psychologie sociale, philosophes juridiques, des consultants sur les questions environnementales. Et donc je dirais qu'une des premières clés de réussite d'un dispositif comme ça, c'est de bien le penser et de bien penser sa gouvernance pour pouvoir garantir son intégrité et son indépendance. Une deuxième clé de réussite, c'est de s'assurer de la représentativité, mais vous l'avez déjà dit, la représentativité des membres. Donc la Convention citoyenne de Grenoble-Alpes Métropole, le groupe a été constitué par tirage au sort avec un système d'échantillonnage par quota. Donc il y avait 5 critères: l'âge, le genre, le niveau de diplôme, le type de commune plus rurale ou plus urbaine, et un point très important pour nous, le niveau de conscience ou d'attachement aux enjeux écologiques. On voulait éviter que la Convention puisse être critiquée en étant considérée comme composée essentiellement de personnes déjà très conscientes des enjeux. Donc on s'est assuré de cette composition-là. Et puis, donc pour dire, on a été accompagné par un organisme qui s'appelle CODA sur le tirage au sort, et puis par Res Publica pour l'animation des sessions de travail. Une dernière clé, dernier petit point. Ce serait aussi de bien penser la méthodologie et le calibrage jusqu'à la phase d'instruction et de garantie des droits de suite aux citoyens, qui est tout aussi importante que la tenue des sessions de la Convention, et qui s'anticipe et qui doit être pensé à l'avance, même si après on peut un peu aménager les choses au regard de ce qui se passe. Il faut bien l'anticiper et la penser à l'avance parce que c'est une phase qui est très, très lourde et très importante. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolé de vous avoir torturé dans des timings abominables, mais la parole est maintenant à pardon, vous vouliez dire un mot, Pascal ? Et donc, moi, je propose de donner la parole à la salle pour une séance de questions.
et nous aurons un temps conclusif avec Hilaria Castillo. Très bien. Il y a quelqu'un qui arrive ici avec un micro. Donc, merci. Moi, je voulais savoir sur la représentativité et les critères, comment vous mesurez le niveau de conscience écologique? Donc ça, c'est pour Madame Bernigaud qui nous a parlé, peut-être Grenoble. Ce sont des questions qui sont posées. On donne aux personnes un certain nombre de... On leur dit quel est, selon vous, dans une liste à choix multiples, enfin, quel est l'enjeu principal pour vous, l'emploi, le climat, la santé, etc. Lorsqu'on pose la question aux Français, à peu près un Français sur 5 répond le climat. Nous nous sommes assurés d'avoir la même proportion dans notre panel de 100 citoyens. Oui, bonjour, Alexandre Faure, la métropole du Grand Paris. Comment vous organisez le droit de suite? Vous en avez parlé, mais est-ce que vous pouvez être plus précis? Et finalement, aussi, les temporalités sont assez importantes, parce qu'il y a certaines actions qui vont prendre 5 ans. Est-ce qu'on revient 5 ans après auprès des membres, ou est-ce qu'on va vers les citoyens? Et surtout, à qui on invite à écouter le droit de suite? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'ensemble de la population, ou c'est seulement les membres de la Convention, ou est-ce que c'est les élus? Voilà, si vous pouvez nous préciser un peu. Alors, au niveau de la métropole de Grenoble, on a mis en place un comité de suivi. Donc c'est une nouvelle instance qu'on a constituée suite à la Convention citoyenne pour le climat, qui est composée de citoyens membres de la Convention, de chercheurs membres du comité opérationnel, de scientifiques on va dire, et puis d'élus. Donc là maintenant on mélange un peu dans cette instance, et puis aussi des membres du conseil de développement de la métropole, de citoyens membres du conseil de développement. Et donc cette instance a pour rôle de veiller au suivi et au droit de suite sur les propositions. Alors c'est un travail assez fastidieux, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il y a 219 propositions d'action qui sont sorties de la Convention, qui ont été travaillées par les services ensuite pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces propositions. Et donc le comité de suivi a un gros tableau de suivi et assure... donc il se réunit 3 fois par an, donc c'est une instance voilà, qui travaille aussi par groupe de travail entre 2 sessions. Et c'est une nouvelle instance, donc pour l'instant je n'ai pas beaucoup de retours à vous faire. Pour l'instant, elle est en place et elle commence son travail. Oui, Pascal Clouer pour compléter. Juste pour terminer sur les suites. Donc, première suite, le comité de suivi. Deuxième suite importante, c'est les grands débats citoyens que nous lançons au niveau métropolitain sur un certain nombre de sujets. Par exemple, la question de l'alimentation, de l'agriculture, de l'habitat, de la densité. Et la troisième chose, c'est le budget métropolitain, puisque au mois de février, le budget est complètement revu en fonction des objectifs qui ont été fixés par la Convention citoyenne pour le climat. Autrement dit, ce que nous avons construit, c'est simplement ni plus ni moins qu'un nouveau référentiel sur lequel nous nous sommes tous mis d'accord, dans une logique de consensus fort, je tiens à le dire, et non pas dans une logique de radicalité. C'est ça qui était en fait au cœur de notre préoccupation politique. Alors, peut-être oui, pour rester ensemble, 2-3 éléments. En parallèle, on a mis en place une régie publique de l'eau. Donc, il nous a semblé extrêmement pertinent, dans le cadre de la régie publique de l'eau, alors que ça n'avait pas forcément été envisagé au début, qu'il y ait des représentants, donc des citoyens, des membres du panel, qui puissent participer, qui puissent être membres au sein du conseil d'administration donc de la régie publique de l'eau. Donc, on a trois citoyens qui sont donc membres du conseil d'administration. Il y a aussi tout un travail qui est réalisé sur la maison du climat. Donc la maison du climat, quels vont être les contours de cette maison du climat, qui va pouvoir exercer des fonctions, qui va pouvoir y siéger. Et puis autre chose, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que même si l'institution elle-même d'Est Ensemble ou les villes, puisque en fait pareil ça a été voté au conseil de territoire, et puis il y a eu aussi toute une série de rites de passage pour les citoyens, pour qu'ils puissent aussi, comment dirais-je, être en totale responsabilité. Ce qui est important, c'est que les citoyens eux-mêmes s'approprient des espaces. Donc quand il y a des réunions concernant des ZAC, ils sont présents. Donc même il suffit qu'il y ait la publication dans les journaux des villes, et donc il y a un intérêt. Et c'est ça aussi qui est extrêmement important. Et imaginez-vous, nous on est dans un environnement complètement différent, dense, totalement pollué, post-industriel, qualité de l'air, une catastrophe, etc., etc., etc. Et puis une attractivité extrêmement forte, une attractivité de forte
pression sur le foncier. Donc le droit de suite s'effectue aussi là-dessus, sur des pressions dès qu'on rase un arbre. Alors déjà, j'étais pas favorable, mais là on voit bien aussi les impacts sur la mobilisation de l'ensemble des habitants. Donc j'ai envie de dire, il y a un droit de suite formel, mais il y a aussi un droit de suite qui est aujourd'hui, les habitants se sont appropriés d'une manière légitime ce droit de suite. Merci beaucoup. D'autres questions, peut-être, dans les personnes qui sont là, qui vous écoutent? Allez-y, madame. Oui, bonjour. Marianne Grandisson, élue au développement local dans la collectivité de Sainte-Anne de Guadeloupe. Voilà. Alors, déjà, je voudrais vous remercier par rapport à vos interventions qui est très intéressant. Moi, je voulais juste poser une question dont monsieur a répondu en partie. C'est très intéressant cette mobilisation du public et on a vu qu'il en est ressorti d'un côté comme de l'autre énormément d'actions. Moi, la question que je voudrais poser, c'est la question des moyens qui n'est pas tellement ressortie. Alors, est-ce qu'au départ, vous avez une visibilité par rapport aux moyens? Parce que moi, ce qui m'a fait peur, c'est qu'il y a quand même une certaine forme d'engagement vis-à-vis de la population. Et surtout quand on est politique, vous savez, on a un fort retour si on n'assume pas ses engagements. Donc, qu'est-ce que vous avez comme visibilité au préalable par rapport à ces moyens? Merci. Là, ce que je comprends, c'est les moyens aussi pour mettre en œuvre les actions après. Voilà, pour répondre aux attentes du public. Hein. Voilà. Donc concrètement, allez-y. La question des moyens, c'est une question de délai, est une question d'intensité. Ce n'est pas simplement une question des moyens, oui, non, on fait, on ne peut pas. Le président de la métropole, Grenoble Métropole, a pris l'engagement que toutes les mesures qui seraient proposées par la Convention citoyenne pour le climat feraient l'objet d'un vote. Sur l'ensemble des mesures qui ont été votées, donc 219 propositions, on a constaté que 60-70% étaient déjà mis en œuvre par la métropole. Donc il nous reste à peu près 30% à mettre en œuvre. Ça ne veut pas dire que sur ces 30% qui sont à mettre en œuvre, chaque élu dans sa délégation travaille pour savoir comment il peut la mettre en œuvre en fonction du budget qu'il a actuellement. Et nous sommes en train de regarder dans la construction des années à venir et du budget à venir, qu'est-ce qu'on va mettre en priorité haute et qu'est-ce qu'on va mettre dans des délais courts. Qu'est-ce qu'on va mettre ensuite en priorité un peu plus basse et dans des délais moins bas. Et en fait, tout l'enjeu aujourd'hui dans la construction du budget 2024 et des années suivantes, c'est cette question d'intensité et de délai qui est débattue constamment par rapport aux priorités qui nous ont été fixées par la Convention citoyenne pour le climat. Pour nous, c'est une boussole, si vous voulez. Alors, plusieurs éléments. Il y a la question des budgets, mais tout à l'heure, je n'ai pas répondu aussi à ce qui a été évoqué sur la question du temps et des temporalités. En fait, le réflexe de l'élu, c'est aussi à certains moments de vouloir répondre vite et tout de suite. Erreur fondamentale. Il y a quelque chose aussi qui est à travailler, et moi je trouve que ce qui est intéressant concernant les conventions citoyennes climat, c'est que ça devient des espaces de formation à la citoyenneté, donc c'est quelque part des écoles de la citoyenneté. Et quand avec les citoyens, on a rerangé qu'est-ce qui était de l'ordre de la ville, qu'est-ce qui était de l'ordre du département, qu'est-ce qui était de l'ordre de la région, et qu'est-ce qui était de l'ordre de l'État, pour eux c'était beaucoup plus clair. Donc ça, c'était aussi une étape. L'autre étape, ça a été de dire qu'il existe ce que l'on appelle des programmes pluriannuels d'investissement. Dans votre ville, ça existe. À Est Ensemble aussi, ça existe. Donc c'est là où il a fallu aussi ensuite faire tout ce travail de classement, de où est-ce qu'on allait mettre ça concernant donc le vote des budgets ou la prise en compte ou pas concernant les budgets, puisqu'il fallait bien aussi trancher et débattre avec une enveloppe. Mais si vous voulez, le processus, il est transparent. C'est dit, c'est parlé en direction des habitants, et ça, c'est essentiel. Donc, formation, le temps, et vraiment, j'insiste par rapport à ça. Éviter, puisqu'on est dans une situation du tout de suite avec l'ensemble des réseaux qui font pression, et je trouve que ça apaise les relations. Ça apaise complètement les relations avec les habitants. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'en vois une ici, madame.
Bonjour, Ville de Suresnes. J'avais une question concernant les propositions en elles-mêmes. Qu'est-ce qui est ressorti et quels ont été, pour rester ensemble, les sujets qui ont été abordés dans les 5 week-ends de concertation que vous avez organisés avec votre convention? On prend une deuxième question, oui, peut-être on va grouper s'il y en a d'autres. Monsieur. Oui, bonjour, moi je suis Serge Gerby, je suis le président fondateur d'une French Tech, d'une société de la French Tech. En fait, nous mettons en évidence, nous mettons en valeur les villes à partir des données que nous capturons en vélo électrique. On a développé des capteurs embarqués sur des vélos qui permettent de mettre en évidence la qualité de l'air, mettre en évidence les indices de propreté dans les rues, mettre en évidence les niveaux sonores par quartier. Et je voulais juste répondre à la dame qui se posait la question de savoir comment est-ce qu'on peut illustrer de façon concrète les actions que la ville mène. Eh bien, nous, on va lancer cette année, enfin l'année prochaine, Beautiful City Tour. L'idée, c'est d'installer pendant 15 jours, on fait patrouiller nos jeunes dans les villes pour récupérer ces données et on fait un podium au cœur de la ville pour justement montrer que la ville s'empare des sujets qui sont importants en termes de transition et qui sont des sujets justement sur la qualité de l'air, sur les niveaux sonores, sur l'averdissement. Merci. Avec justement le recensement des arbres par exemple. Merci. Et donc voilà, la question, alors justement j'y viens à ma question. Voilà, la question est la suivante justement. Et moi je voulais m'adresser justement à la métropole de Grenoble que j'espère pouvoir rencontrer bientôt. C'est justement, est-ce que ce type d'événement à podium, où justement on va sensibiliser le public justement sur les actions de la ville, vous pensez que c'est une bonne idée? Voilà, je voulais lancer cette question auprès de vous. Je peux répondre à la première question sur les actions, les propositions d'action. Déjà vous dire que j'ai 5 rapports finaux de la convention, donc avec toutes les propositions, si vous voulez le prendre. Et sinon, il est aussi en ligne sur le site internet de la Convention citoyenne pour le climat de la métropole. Et donc ce serait trop long de vous donner les 219 propositions, mais vous dire qu'en fait elles ont été classées, les citoyens ont sorti 9 thématiques, je ne sais pas si ça rejoint, et qui sont l'agriculture et l'alimentation, l'habitat, l'aménagement et l'urbanisme, les mobilités, la consommation, les déchets et les loisirs, la production d'énergie, la séquestration et captation du carbone, l'action économique du territoire, la sensibilisation, l'éducation, la gouvernance, la formation et l'emploi. Et j'en profite pour compléter un peu en disant qu'en fait, pour nous, on était peut-être focalisé sur ces propositions d'action et on s'est rendu compte à l'issue de la Convention que finalement, un des premiers objectifs de la Convention, ça a été le processus de transformation personnelle qu'ont vécu les conventionnels, je ne sais plus comment on dit, les participants à la Convention, qui, donc, comme je disais, pour beaucoup, n'étaient pas forcément très conscients des enjeux écologiques au départ, et qui sont sortis, maintenant c'est presque des citoyens experts du sujet. Ils ont vécu 5 week-ends de formation sur ces questions, et en fait, ce qu'ils nous racontent, c'est que ce qui a été le plus fort pour eux, c'est cette prise de conscience, et aussi cette formation citoyenne à que font nos institutions, comment fonctionne la prise de décision, la gouvernance en France, qu'est-ce qu'une commune, qu'est-ce qu'une métropole, qu'est-ce que le département, la région, les compétences. Et beaucoup de citoyens nous disent « je ne savais pas ce que faisait la métropole, maintenant je vois que ce que vous faites c'est très important et que les questions justement de société et d'environnement sont très liées aux compétences de la métropole et que la métropole est le bon niveau pour agir ». Ok. Une réponse aussi du côté d'Est Oui, Ensemble. concernant Est Ensemble, donc 200 propositions, on est à peu près sur les mêmes bases. Hein. On est ressorti 7 thématiques. Et d'ailleurs, on voit bien que les citoyens vivent même sur un territoire, le même territoire, celui de la France, même s'il y a des particularités concernant zone urbaine ou moins. Donc la première, c'est un territoire végétalisé, aux espaces verts partagés et conviviaux. Deuxième, un territoire solidaire. Beaucoup d'aspects sur les questions de solidarité et de citoyenneté. Donc qui s'engagent pour un habitat rénové et éco-responsable. On a beaucoup d'immeubles insalubres, donc se posaient aussi ces enjeux-là, ou passoires thermiques, ou bouilloires l'été. Un territoire qui limite les usages de la voiture et qui déploie les mobilités actives. Ce qui a été aussi constaté, c'est que d'une ville à une autre, il n'y a pas de transport, ça aussi de lien. Il faut revenir sur Paris pour pouvoir aller dans une autre ville de banlieue. Donc ça, c'était aussi un réel sujet, ou des bus pas du tout adaptés. Un territoire résilient qui promeut une alimentation saine. Le sujet de l'alimentation a été aussi très fort, quoi. C'est quelque chose, et avec des
des enjeux de pauvreté derrière ou de malnutrition. Donc c'est aussi quelque chose d'important. Un territoire zéro déchet, sobre et qui lutte contre le gaspillage. Donc on a parlé aussi, il a été évoqué la question des commerçants, des supermarchés, de tout ce qui était gâchis. Un territoire exemplaire avec des acteurs et des citoyens engagés et un territoire qui développe les énergies renouvelables. Voilà, une contribution très très riche. Un tout petit mot de conclusion peut-être du côté de... Oui, merci beaucoup. Une façon de répondre aussi à la question, c'est que la Convention citoyenne, l'outil Convention citoyenne est, me semble-t-il, un excellent outil pour construire un référentiel commun qui va être un outil qui permettra d'une certaine manière de changer les mentalités, de changer les représentations et du coup, en réalité, de faire en sorte que dans un territoire, il puisse y avoir un consensus très fort autour d'un certain nombre de propositions qui vont, en quelque sorte, fonder les politiques publiques pour le futur. Merci beaucoup. Donc on ne va pas reprendre de nouvelles questions parce qu'on arrive au terme. Je vous invite à venir dialoguer avec les représentants qui sont ici. Vous avez vu qu'ils ont des brochures. Et je vais laisser le mot de la fin pour Hilaria Casillo, vice-présidente CNDP. Merci beaucoup Patrick aussi de cette animation. Patrick Desronziers, le directeur de la CNDP. Merci surtout à nos intervenantes et à nos intervenants. Vous savez, la CNDP a réalisé la première convention citoyenne sur un projet d'enfouissement des déchets radioactifs en 2013. Quand en France, on ne savait presque même pas ce que c'était. Donc on en a réalisé 25, on accompagne beaucoup de collectivités. Et la CNDP est un organisme public. Nous sommes le service public de la participation citoyenne, gratuit. La mission de conseil et de diffusion de culture de la participation est une mission inscrite dans la loi, dans les textes qui nous est donnée. Donc n'importe quelle collectivité peut nous saisir gratuitement. On va nommer un garant et nous sommes là pour accompagner les questions vraiment de réflexion, de préparation à la démocratie participative des collectivités. Nous avons un stand ici, vous pouvez passer nous voir, il est dans le pavillon 4, ou sinon aller sur le site internet de la Commission nationale de débat public, qui en ce moment lance un grand débat sur l'avenir de la mer. Comment la mer doit être gérée d'ici 2050. Ça nous concerne toutes et tous, pas seulement celles et ceux qui habitent sur le littoral, mais aussi parce que les aires un peu internes, parce que ce qui se passe sous la terre, on va le retrouver dans la mer. Si vous êtes intéressé à ce débat, nous l'avons ouvert hier. Nous vous invitons à participer jusqu'au 26 avril. Je vous remercie parce qu'encore une fois, si vous êtes là, c'est que les questions de participation vous tiennent à cœur. Donc c'est vous que je remercie aujourd'hui avec bien évidemment les intervenants et les intervenantes. Au revoir et merci.